Mesdames, Messieurs, meine Damen und Herren, Sie sind natürlich alle herzlich willkommen. Das ist eine Illusion. Ich habe in der Schule Deutsch gelernt, vor vielen Jahren, aber leider am Anfang meiner Karriere, ich wollte deutsch-französische Beziehungen studieren und mein Stadtdirektor hat mir gesagt, nein, es gibt zu viele Forscher in diesem Gebiet, bitte Frankreich, Spanien. Frankreich, Spanien, das ist nicht so interessant, meine ich, als Frankreich, Deutschland, für die Zeitgeschichte natürlich, nicht in Zeit von Karl V. Und ich habe leider mehr jetzt Spanisch und Englisch als Deutsch benutzt, aber ich kann noch dank meiner guten, vor vielen Jahren, guten Lehrer in der Schule, meine Schule, Gymnasium und so weiter, noch einige Notions d'allemand, et en tout cas, je voulais vous dire que vous êtes les bienvenus dans notre pays qui vous aime beaucoup, parce que nous ne pouvons pas faire autre chose que vous aimer, certains diraient, mais aussi parce qu'il est bon de vous aimer. Voilà. Donc, je vais être très bref parce que... Oui, bien sûr, mais... Le président... Ah, c'est vous le président, mais oui, c'est... Hubert me dit, il faut que vous veniez. Oui, mais comme je n'ai pas l'âme d'un très autoritaire, et j'espère que nous n'aurons jamais trop d'autoritarisme en France, bientôt, donc, bien sûr, je trouvais qu'il y avait un trop grand déséquilibre. Bon, donc je vais être extrêmement bref, parce que s'il y a quelqu'un qui est devenu très incompétent dans les relations franco-allemandes, c'est moi. Je sais quelque chose, les relations franco-allemandes, ich weiß ein bisschen über deutsch-französische Beziehungen, aber nicht so, als ich wollte am Anfang. So, alors, je crois que nous avons... Non, mais je vais vous le laisser tout de suite. Ne te fais aucune illusion, je vais rendre la parole tout de suite. Vous savez, c'est la fameuse phrase de l'embarquement pour Citer, que le Canard enchaîné avait... Das ist wie sagt man, Wortspiel. L'embarquement pour Citer, das ist l'embarquement, das ist Einschiffung und zu schweigen. Und auf Französisch, das gibt l'embarquement, um zu schweigen, pour Citer. Vous connaissez naturellement la légende et le beau tableau de Watteau, l'embarquement pour Citer. Et bien là, je vais donc m'embarquer très vite pour la boucler définitivement. C'était une blague que je vous raconterai plus tard, mais ce n'est pas le moment. Bon, alors, je vois que nous avons tout de même beaucoup de choses à dire aujourd'hui, à écouter, à entendre. Et grâce à vous, à votre présence dans ce Paris ensoleillé qui April in Paris, je vous rappelle. Et en tout cas, je crois que les relations franco-allemandes, à travers la PSG, ont toujours été, comme peut-être pour la politique générale française, la politique extérieure française, ont toujours été des relations, je ne dirais pas importantes, mais fondamentales. Bon, là-dessus, on a tout dit. Il y aura peut-être, je dirais ce soir, peut-être quelques mots sur ma vision future des relations franco-allemandes, parce que Hubert m'a laissé entendre que je pouvais dire un mot là-dessus, mais ce sera aussi très bref. Alors, je crois que ces relations, elles ne sont pas seulement politiques, diplomatiques, stratégiques aujourd'hui, elles sont économiques essentiellement, nous rend parfois un petit peu faibles face à notre partenaire, et être faible devant un partenaire, que ce soit dans un couple, ou dans des groupes, entre nations, c'est toujours un peu délicat. Et le problème, c'est que les Allemands ont compris que le seul moyen de rééquilibrer la relation franco-allemande, c'était d'être un partenaire puissant. Ne pouvant pas être un partenaire puissant sur le plan strictement militaire, ce que l'Allemagne, depuis Bismarck, nous avait habitués à être, eh bien, les Allemands, intelligemment, désormais sans l'appui d'un empire colonial, comme avant 1914, les Allemands ont pensé que leur solidité économique devait être désormais le garant de leur avenir. Et ça, on peut le comprendre très bien, parce qu'un man verstehen sehr gut, die wirtschaftliche Macht ist eine Macht.
Et ça, c'est bien ainsi. Le problème, c'est que les Français ont pensé, avec leur supériorité militaire et diplomatique, qu'ils pouvaient ne pas s'occuper de l'économique. Et peut-être là, le problème est-il aujourd'hui, mais je ne veux pas insister là-dessus. Les relations, elles sont aussi académiques, culturelles depuis très longtemps, et au sein des relations académiques et culturelles, il y a naturellement les relations de l'enseignement, les relations pédagogiques. Je crois que les Français ont beaucoup appris de la pédagogie allemande, peut-être les Allemands un petit peu aussi de la pédagogie française, et je crois aujourd'hui que, et depuis longtemps, depuis les années 1930, die 30er Jahre, les Français et les Allemands ont appris à dialoguer. Alors, je n'irai pas plus loin, c'est ce dialogue que vous allez nous montrer aujourd'hui. Je pense que certains comprennent l'allemand, plus ou moins, d'autres comprennent le français, plus ou moins. Je crois qu'il y a là peut-être aussi un problème à régler un jour, que les Français continuent ou reviennent à l'allemand, peut-être plus qu'avant. Ça vaut pour moi aussi qui devrais refaire un peu l'allemand aujourd'hui, plus que je ne le fais, lire, écouter, entendre, parler, et puis que peut-être les Allemands aussi reviennent un peu vers le français, ce qui certainement, n'oubliez pas que nous sommes dans une situation de Brexit, c'est-à-dire d'éloignement de l'anglo-saxon, eh bien, serait peut-être eine gute Gelegenheit, unsere Bände zu verstärken. Bon, écoutez, j'ai assez parlé, je crois, largement. Peut-être mon co-président, M. Dessay, qui est géographe, vous en dira un petit mot davantage sur cette journée où nous ne sommes pas nombreux, mais que de qualité. Voilà. Allez, cher. Bonjour à tous. Évidemment, comme géographe, je pense assez minoritaire. Je vous parlerai peut-être un peu cet après-midi de la géographie en France et en Allemagne. Ce matin, j'ai peu à dire. Simplement, j'ai des relations sentimentales avec l'Allemagne. Ma belle-fille est allemande. Mon fils a la double nationalité. Et puis, ce qui est sûrement plus important pour aujourd'hui, j'ai participé in fine à la rédaction de l'ouvrage d'histoire franco-allemand. Et on a eu une réunion de recteurs et de ministres des Länder à Berlin, je crois que c'était en 2010, pour la remise de ce volume d'histoire, où ont collaboré des historiens français et des historiens allemands, ce qui était une excellente chose. Ça ne s'est pas fait pour la géographie, bien que dans les discours, ça faisait partie des possibilités. Mais les discours en période électorale, on sait ce qu'ils ont dit. Donc, voilà seulement ce que je voulais vous dire. C'est la partie historique qui a été, pour l'essentiel, l'occasion d'une collaboration entre la France et l'Allemagne. Mais on pourra revenir là-dessus, c'est assez normal. La géographie n'a pas les mêmes dimensions que l'histoire, mais on finit par oublier que l'histoire se déroule dans un espace, que cet espace pèse, que cet espace doit être connu, qui fait que l'Allemagne est dans un pays unique, ce que l'on observe dans les relations internationales, on a affaire à des partenaires, et que c'est aussi un pays de grande diversité géographique, de grande diversité culturelle, ce qui, à l'échelle européenne, est évidemment une chose essentielle à connaître. Je ne suis pas sûr que ces choses-là soient très bien enseignées dans l'enseignement secondaire. Je ne parlerai pas du supérieur, n'étant pas spécialiste de ces questions-là. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, cher co-président. Je crois me rappeler qu'en Allemagne, die zwei Fächer binden nicht genau Geschichte und Géographie. Ça a toujours été pour moi un motif d'étonnement. Je vous le dis parce que s'il y a un peuple qui pédagogiquement, intellectuellement est intelligent, encore qu'il faille être prudent avec ce genre de considération, c'est tout de même le peuple allemand. J'ai jamais compris pourquoi les Allemands, je voulais le dire avant qu'on entame le cœur du débat, je n'ai jamais compris pourquoi les Allemands ne faisaient pas histoire et géographie. Non pas que nous soyons un modèle, je déteste les modèles. Ne me parlez jamais actuellement du modèle anglo-saxon ou du modèle scandinave, je rigole. Si vous voulez le faire rire, vous avez le droit. Mais je rigole. Ça n'existe pas, les modèles. Il y a des choses qui sont bonnes chez les uns, chez les autres, et ça suffit. Mais j'ai toujours été étonné par cela, et ce que dit M. Mnesek justement sur parfois ce retrait un petit peu au moins apparent, mais je crois qu'il ne faut pas qu'il en soit trop étonné, mais
étonné et je dirais, et Marie, je veux dire en français, et triste, hein, c'est que la géographie, en effet, c'est fondamental comme complément de l'histoire. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi les Allemands ont fait ça. Moi, j'ai quelques camarades allemands, ils ont zwei Fächer, das ist Romanistik und Geographie, oder Romanistik und Geschichte, oder et ça, j'ai jamais bien compris. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai cru comprendre que avec M. Riemenschneider et puis avec Hubert, nous aurions dans un premier temps un petit, alors je ne vais pas employer un mot anglais, flashback, mais un petit retour sur l'histoire de nos rencontres franco-allemandes autour des manuels scolaires dans les années 30, dans les années 50-60 et dans les années 80, en n'oubliant pas la dernière édition du manuel franco-allemand dont il a été question tout à l'heure. Alors je vous laisse la parole. J'ai cru comprendre, n'ayant pas eu d'instruction d'une extrême, que nous devrions être sur ce thème en environ une halbe Stunde, 30 minutes, et pas plus. Je peux, maximum, oui, je peux. Maintenant, j'ai plus de montre, alors maintenant, j'utilise mon truc, là. Voilà, j'ai décidé que ça me faisait mal au poignet, j'en veux plus. Et donc, nous aurons donc 30 minutes pour ces messieurs qui devraient nous amener de 9h30 à 10h pile, avec une petite discussion à 10h pendant un quart d'heure. Et après, on aura notre collègue de Montpellier, Madame Nouvel-Kirchleger, qui nous parlera donc de la commission franco-allemande. Alors, on commence tout de suite, hein, retour sur l'historique des 3 rencontres franco-allemandes, sur les manuels scolaires. Tout le monde a bien le papier? Oui. Hein, années 30, années 50, 60, années 80. Qui commence? Alors, c'est vous qui voyez, entre Hubert et... Ah, il n'est pas là, M. Riemenschneider. Alors, c'est pas tout seul. Comme un grand. Alors, c'est Hubert tout seul. Voilà. Je ne connaissais pas encore le nom, excusez-moi, de tous les collègues, donc je ne pouvais pas dire. Hubert, à toi la parole. Tu as... Oui, 25. Oui. 20 minutes. Oui, 20 minutes, je te donne 20 minutes. Ouais, ça suffit. Voilà, merci. Oui, pour une petite discussion. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, et je salue évidemment toute l'assistance. Ne soyez pas étonnés, c'est une commission franco-allemande et qui survient un vendredi. Donc, on a ouvert à nos adhérents, mais la plupart enseignent à l'heure qu'il est. Et comme a dit tout à l'heure notre président, nous avons la crème des crèmes ici. Alors, je dois d'abord excuser l'absence de Rainer Riemenschneider, qui est un des pionniers et un des artisans des rencontres franco-allemandes et qui ne peut être là pour des raisons familiales bien compréhensibles. Je dois aussi remercier le proviseur du lycée Saint-Louis qui nous accueille toujours avec bienveillance, et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée, notamment ceux qui ont veillé à vérifier les signatures, les fonctions en raison du plan Vigipirate, qui, comme vous le savez, s'impose surtout après le dernier attentat qui a eu lieu hier aux Champs-Élysées. Alors, c'est une excellente initiative d'avoir décidé de commémorer les rencontres franco-allemandes sur les manuels scolaires d'histoire des deux pays de 1935 à 1989. Il fallait rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à l'élimination des préjugés nationalistes, aux stéréotypes dans les manuels scolaires de l'enseignement primaire et secondaire qui avaient instillé dans les esprits des maîtres et des élèves le poison du nationalisme. Plus de 80 ans se sont écoulés depuis la première rencontre à Paris, et pour rendre compte brièvement de ces histoires des relations franco-allemandes,
Nous allons présenter 3 temps forts de ces rencontres de manière chronologique. D'abord, les temps pionniers et contraires, si j'ose dire. Donc, pourquoi ensuite la reprise des contacts de 1950 à 1967, et puis enfin l'approfondissement et l'achèvement de cette longue série 1981-1987. J'exclus des rencontres qui ont eu lieu après concernant l'histoire et la géographie de l'industrialisation en Europe, qui ont été menées dans les années 2000. Alors d'abord, les temps pionniers et contraires. Pourquoi les historiens allemands proposent une rencontre avec des historiens français en 1935, au début du nazisme, dans une Europe frappée par la crise économique, sociale, politique, et qui est peu propice au rapprochement? Les 2 délégués allemands avaient-ils l'aval de leur gouvernement pour venir à Paris? Ce dernier voulait-il... L'aval, tu voulais dire l'accord. L'accord, oui. Ce dernier voulait-il montrer par ses propositions l'impossibilité pour les Français de les accepter et ainsi de les piéger? Du côté français, les délégués étaient peu suspects d'adhérer en quoi que ce soit à l'idéologie nazie, et peut-être que leur conviction intime était que ces propositions n'aboutiraient pas. Alors, dans les interlocuteurs français, vous avez 2 historiens qui se détachent, anciens officiers ayant fait la guerre, ayant été blessés, ayant écrit sur les responsabilités dans le déclenchement de la guerre, Pierre Remouin et Jules Isaac. Jules Isaac avait rédigé le chapitre sur la guerre dans le manuel Mallet en 1920, et à ce moment-là rendait responsables les dirigeants allemands d'avoir déclaré la guerre et commis des exactions barbares en Belgique et dans le nord de la France. Et Pierre Remouin, comme vous le savez, a écrit aussi sur les origines de la guerre et mis en avant les responsabilités du gouvernement allemand dans ce processus qui mène à la guerre. Alors, dans les autres interlocuteurs, il faut signaler Georges Lapierre, secrétaire du syndicat des instituteurs, qui avait exigé, dans les années 20, le retrait de plusieurs manuels du primaire, empreints de nationalisme, d'antigermanisme, de haine de l'autre. Le secrétaire général de la Société des professeurs d'histoire et de géographie, lui aussi était membre de cette délégation et représentait une partie importante des collègues de lycée, hommes et femmes, d'universitaires, historiens et géographes. Il faut souligner que la Société comptait parmi ses membres l'historien Marc Bloch, dont demain nous allons aller à la Sorbonne, dans la salle qui porte son nom, salle Marc Bloch. Quel fut le résultat de ces 2 jours de rencontre? Eh bien, il en est sorti 40 propositions pour réviser l'histoire et qui devaient être publiées des 2 côtés dans une revue française et allemande. Quel fut le résultat de ces 2 jours de rencontre? Le principe des 40 propositions fut admis et devait être publié, donc, comme je l'ai dit, dans une revue française et allemande. La revue de la Société des professeurs d'histoire et de géographie la publia. En Allemagne, une feuille de chou l'a publiée, et Goebbels ayant interdit finalement que l'on en parle. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'effondrement français, l'occupation allemande, le régime de Vichy, la censure fit son apparition, tant du côté allemand que du côté français, pour interdire certains manuels jugés trop nationalistes ou anti-allemands, ou dirigés par des juifs, comme le manuel Mallet-Isaac. D'ailleurs, Isaac fut révoqué et se réfugia en Provence. Il faut attendre 1945 pour voir renaître le bulletin de la Société des professeurs d'histoire et de géographie, sous l'impulsion de son président Édouard Brûlé, qui est un résistant, on pourrait qualifier de résistant intellectuel. C'est sous sa direction que les conversations vont reprendre à partir des années 50. Donc, ma
ma seconde partie porte sur la reprise des rencontres et la signature d'un accord sur 40 propositions 51-67. Ici, ma collègue Maguelone Nouvelle-Kirchleger en parlera bien mieux que moi, puisqu'elle consacre ses recherches à cette rencontre des années 50. La reprise des rencontres et la signature d'un accord en 40 propositions. Après la guerre, la reprise des contacts entre Allemands et Français s'effectue assez rapidement dans les années 50. Je ne vais pas détailler sur tous les facteurs qui jouent en cette faveur. Les résolutions de 1935 ont été imprimées par l'Institut Georg Eckert. Eckert était un grand résistant et qui a fondé cet institut remarquable qui analyse les manuels du monde entier et qui propose des rencontres bilatérales ou trilatérales. Une des dernières publications concerne les rencontres entre la Pologne et l'Allemagne. Donc la Société des professeurs d'histoire et de géographie en France propose de procéder à une révision des thèses de 1935. Deux rencontres eurent lieu à Paris et à Mayence à cet effet. De nouveaux enseignants et chercheurs se retrouvaient. Un accord fut conclu pour élargir le champ des rencontres qui permettaient d'aborder les relations culturelles et économiques des deux pays à côté de l'histoire diplomatique. On insistera sur la période 1919-39 plus que sur celle des problèmes liés à la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier qu'il y avait bien sûr la Seconde Guerre mondiale qui a une importance beaucoup plus grande pour nos collègues allemands que la première qui était déjà à l'époque en 1850 plus lointaine. On révise les thèses de 1935, il en résulte un accord franco-allemand sur les questions litigieuses de l'histoire européenne. Il met en relief les questions et les problèmes liés à l'histoire des relations franco-allemandes en matière de politique extérieure, mais utilise une argumentation fondée sur l'histoire structurelle et économique de la vie intérieure. Ainsi, l'article 40 explique l'effondrement de la République de Weimar. C'était un accord donc des années 50 le plus marquant, mais il n'épuisait pas la complexité du sujet. Aussi, 17 conférences sur les manuels scolaires franco-allemands eurent lieu. La dernière se tint à Königswinter et parvient à la réunion 51. Une pause était nécessaire, elle fut décidée en 1967 pour mesurer les effets du travail commun sur le contenu des manuels scolaires. Il faut ajouter que c'était aussi la crise des universités, le mouvement de contestation étudiante dans le monde, particulièrement en Allemagne et en France. Bien des éléments avaient changé depuis les années 50. Une nouvelle génération de manuels scolaires mettait l'accent sur le XXe siècle. La critique portait désormais sur les critères de sélection, les omissions, le choix de sujets, et non plus sur les stéréotypes qui avaient disparu. Dans les manuels allemands, ressortait surtout l'étude de l'absolutisme français et de la Révolution française. C'était les thèmes privilégiés. L'étude de la Troisième République était négligée. Dans les manuels français, les manuels scolaires français, la République de Weimar est présentée de manière superficielle et sommaire, souvent, malheureusement, comme le préliminaire au national-socialisme. En 1984, Karl Ernst Gessmann écrit « Les différents États et les processus de la Première République, les tensions auxquelles elle était soumise, les possibilités et les chances d'un développement démocratique, la tradition sur laquelle ce développement pouvait se baser et qu'il appliquait bien que sans résultat immédiat,
ne deviennent approximativement compréhensibles pour la majorité des lecteurs. Du coup, les élèves français ignorent tous des expériences et des interprétations historiques indispensables à la compréhension de la République fédérale. Les lacunes étaient claires, non seulement dans les manuels d'histoire, mais aussi en géographie. Les enseignants différents, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, enseignent la géographie et l'histoire en RFA. Mais en France, elle était confiée à un seul depuis la fin du XIXe siècle. La géographie en France avait fait l'objet d'une réforme didactique. L'étude de la RFA avait été supprimée ou laissée au choix de l'enseignement. En RFA, dans certains landers, la France était complètement absente. En France, il était possible de traiter la RFA comme exemple géographique pour expliquer une problématique, dans le cadre d'une réforme de la didactique. En Allemagne, on mettait l'accent sur des sujets agraires. En France, sur des aspects de la géographie industrielle de la RFA. Il fut donc décidé, lors d'une rencontre entre Jean-Marie Dopp, ancien président de la Société des professeurs d'histoire-géographie, et qui avait été prisonnier en Allemagne pendant 5 ans, et Rainer Riemenschneider de l'Institut Georg Rickert, de proposer, qui avait fait sa thèse sur la décentralisation, de proposer, donc Jean-Marie Dopp et Rainer Schneider, de proposer une relance des rencontres. Les instances des deux parties décidèrent de relancer une série de conférences. Au menu, l'étude du XXe siècle jusqu'à nos jours et l'analyse géographique des manuels des deux pays pour étudier les processus de changement de nature structurelle et fonctionnelle de l'espace rural des deux États et l'évolution de l'espace urbain. Donc, si vous voulez, les géographes n'avaient pas été invités aux rencontres de 1935 ni aux rencontres de 1950, mais par contre, en 1981, ils étaient présents. Donc, troisièmement, les nouvelles recommandations de 1987 et les nouvelles perspectives de 2017. D'abord, relire la période contemporaine en histoire et en géographie. 8 conférences ont eu lieu, tantôt en Allemagne, tantôt en France, entre 1981 et 1987. Les historiens et les géographes ont tenu des réunions séparées pour se retrouver en séance plénière commune. Des informations sur le système d'enseignement des deux pays, l'analyse des manuels scolaires, avec une méthode qui a montré son efficacité. Les interventions scientifiques de spécialistes, bon, je pense en France à René Raymond ou à Alfred Grosser. Les interventions scientifiques ont été les préoccupations de ces nouvelles rencontres. Le résultat de ces conférences, approuvé par la commission plénière, formait la base des recommandations, c'est-à-dire d'indications précises pour les auteurs de manuels, les directeurs de collection, le grand public, les médias, les autorités académiques. Elles ont parfois été complétées et adoptées par le plénum. Il était recommandé d'étudier en histoire, notamment RFA, l'histoire de la Troisième République. Et en France, l'histoire de la République de Weimar, au s'en tenir à ces 2 points. Les recommandations, comme je l'ai dit, s'adressaient aux autorités politiques, aux médias, aux autorités rectorales, aux directeurs de collection, aux auteurs de manuels, aux professeurs de terrain et en Allemagne, aux différents Länder, aux directeurs de collection. Et je pense à Kleck, par exemple. Les participants allemands ont rédigé des contributions. Oui, alors il y a une différence de style entre les Allemands et les Français dans la manière de rédiger. Les participants allemands
qui ont beaucoup discuté entre eux, ont rédigé des contributions très détaillées. Vous pouvez consulter cet ouvrage qui est paru en 1988, dans lequel vous avez traduction juxtalinéaire, les recommandations en français et en allemand avec des interventions scientifiques. Donc les Français rédigeaient des textes beaucoup plus courts, les Allemands des contributions très détaillées, très précises. Les géographes ont présenté en vis-à-vis les points communs, même par exemple, et les différences des deux pays en ce qui concerne l'espace urbain. Alors, quelles sont les conséquences dans les manuels et les enseignements? On peut dire que ces recommandations, fruit d'un intense travail des deux côtés, eurent un effet sur le contenu des manuels scolaires qui sortirent après. Mais, le temps passant, j'allais dire les ministres changent, les programmes changent, les horaires diminuent. C'est classique. Et ça, à nouveau, ressortent des analyses partielles et incomplètes. Je ne voudrais pas citer des manuels, enfin j'en prends un précis, c'est le manuel Belin, Histoire première, manuel en activité, j'allais dire, qui est utilisé. Le manuel Belin, il y a très rapidement de la République de Weimar, et toujours au moment de la crise des années 30, en disant que finalement la République de Weimar sert de marchepied au nazisme. Et, si vous voulez, donc ça exclut tout le reste de la République de Weimar, toutes les possibilités qu'elle proposait. Et aujourd'hui, et maintenant, il s'agit de faire le point, et c'est d'ailleurs l'objet de la réunion, oui, c'est l'objet de la réunion qui a eu lieu à Braunschweig cette année, c'est en février 2017, où les participants allemands étaient là, et où je représentais, si vous voulez, l'association des professeurs d'histoire-géographie, et il s'agissait de faire le point sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie des deux pays, comme maintenant, c'est le prolongement de cette rencontre en Allemagne, faire le point sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie des deux pays, trouver une orientation didactique et pédagogique qui puisse nourrir les futures rencontres, si ces rencontres doivent avoir lieu, ce que je souhaite, évidemment. Donc, en conclusion, je vais dire que j'espère que nous allons obtenir des résultats concrets. C'est l'objet à la fois de cette journée et c'est l'objet aussi de la rencontre demain à la Sorbonne qui permettra de définir les objectifs, les méthodes, le contenu et en même temps d'établir un calendrier. J'allais dire que ce calendrier, il a déjà été proposé à Braunschweig. Il s'agit de la réunion qui aura lieu en 2018 à Marseille sur le thème de la Méditerranée et où une demi-journée, ou une journée, ça dépend de l'organisation, d'Euroclio, sous l'égide d'Euroclio, mais aussi de l'association des professeurs d'histoire et de géographie d'Aix-Marseille. Donc, il sera proposé une journée pour faire
le point sur ce rapprochement franco-allemand. Et en 2019, nous invitons aussi une délégation allemande à Nancy, où se tiendra les Agoras, c'est-à-dire les journées nationales de la PHG. Voilà, je vous remercie. Merci, Michel. Alors, chers amis, est-ce qu'il y a parmi vous, par rapport à l'exposé fait par Hubert, quelques remarques, quelques lacunes, il y en a toujours, mais quelques observations à faire sur ce survol historique, hein, qui nous rappelle, bien entendu, des figures que nous avons tous bien connues, enfin, moi pas tous, mais enfin un certain nombre. J'ai entrevu un jour à la Sorbonne Pierre Renouvin, la seule fois de ma vie, il est mort quelques semaines plus tard pour moi. Je n'ai rien fait pour ça. Bon, je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, Pierre Renouvin, j'ai bien connu son élève, si je puis dire, enfin disons, son collaborateur principal, Jean-Baptiste Durosel, avec qui j'avais commencé un travail de thèse. Donc, je rappelle aussi que Jean-Baptiste Durosel avait, avec d'autres collègues allemands, animé l'université de la Sarre, hein, l'université franco-allemande, mais bon, Hubert ne pouvait pas tout dire, hein, mais rappelez-vous que beaucoup de collègues français se sont lancés dans les relations franco-allemandes avec, je crois, à la fois beaucoup de lucidité. Sans doute la lucidité de l'après-Seconde Guerre mondiale a été supérieure à la lucidité de l'après-Première Guerre mondiale, mais ça n'est pas sûr. Hein, c'est une simple projection, et en tout cas, les relations franco-allemandes ont donc été une préoccupation ancienne. Mais ça, c'est pas à vous que j'allais le dire, parce que vous êtes tous convaincus de cela. Mais est-ce qu'il y a donc ici des remarques ou des vœux par rapport à ce thème, hein, de l'ancienneté des rencontres franco-allemandes, à la fois les manuels scolaires, d'autres thèmes qui vous paraîtraient connexes? Alors, est-ce qu'il y a une remarque, une réflexion? Nous avons quelques instants, et après, nous donnerons la parole à Madame Nouvelle-Kirchleger. Non, pas de... Le sujet prochain, le sujet est bien complémentaire, donc il pourrait y avoir des questions qui émergeront. Voilà, à oui. l'issue de la deuxième qui seront sur la première communication. Je le pense volontiers également, Madame. Oui, juste, je ne connaissais pas la publication dont M. Tison a parlé. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'on peut la consulter? Oui, on peut la consulter. Mais Il n'y en a pas un endroit par la PHG, hein, il n'y en a plus. Ancien, mais ça on a très peu, mais si vous ne... Bon, on peut... Oui, vous alliez à la PHG. Si vous me donnez votre nom, ben oui, on ça verra. Hein. Elle est de 88. Voilà, de 88. Oui, je voudrais ajouter, dans les hommages à ceux qui ont beaucoup œuvré dans ces réunions. D'abord, il y a encore un témoin qui est très âgé, qui est en Lorraine, témoin des années 50, qui s'appelle Raoul Graille. Oui, on a travaillé avec lui, avec l'Osage, pendant 3 ans. Voilà. Et puis, je voudrais rendre hommage à Jean-Claude Alain. Oui, j'allais le dire. Voilà, qui était prédécesseur, oui. Qui a été professeur à l'Université de Paris 3 et qui était spécialiste des relations internationales et qui a conduit les délégations à partir de 1980, la délégation française à partir de 1981. Et du côté des géographes, c'est Jean-Paul Moreau, hein, qui était à l'Université de Dijon. Voilà, donc ce sont des témoins. Je vais dire aussi encore un témoin qui s'appelle Odette Lacueva, qui était une des rares femmes dans les délégations à partir des années 80. Oui, peut-être un petit mot pour le supplément. Hubert a très bien montré qu'on a parlé jusqu'alors seulement des contenus et des interprétations. Et il a également montré qu'il n'y a plus tellement de problèmes à ce niveau-là. Parce que nous, professeurs français et allemands, on ne se dispute plus tellement sur les contenus et les interprétations. Quand on a travaillé sur les manuels franco-allemands, au sein des directeurs, on n'a presque jamais eu des conflits sur les contenus. Mais on a eu beaucoup de problèmes sur les scénarios didactiques. Et c'est pourquoi c'est très important ce qu'Hubert a dit à la fin. Donc maintenant, on devrait parler d'autre chose que dans le passé. On devrait parler de ce que nous considérons comme étant un bon enseignement de l'histoire. Donc nos critères
qui définissent un bon enseignement. Et ça serait, à mon avis, une étape supplémentaire des rencontres franco-allemandes. Mais cette étape-là, à mon sens, sera beaucoup plus difficile que ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Parce que la didactique, la méthodologie touche vraiment au cœur de notre profession. Et la multiplicité, donc la pluralité des approches pour les contenus, les interprétations, c'est normal pour nous. En tant qu'historiens, nous le savons. Mais la multiplicité des méthodes, là, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Et quand un prof allemand assiste à un cours en France, souvent, ce professeur allemand a l'impression que cet enseignement, on pourrait l'améliorer, hein, c'est très autoritaire. Alors, le rôle du prof est beaucoup plus dominant que chez moi. Et un professeur français qui assiste à un cours en Allemagne a souvent l'impression, c'est les désordres le plus complet. Hein. Les élèves font n'importe quoi. Hein. Alors, c'est cela les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et ça serait, à mon sens, très fructueux de discuter là-dessus. Et peut-être en deuxième remarque sur la géographie. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, vous êtes toujours étonné qu'on n'enseigne pas l'histoire et la géographie ensemble. En Allemagne, il y a même une certaine concurrence entre ces deux disciplines. Car depuis les réformes des années 70, toutes les disciplines scolaires sont regroupées en 3 ensembles. Donc un ensemble qu'on peut appeler les sciences humaines, qui regroupe l'histoire, la géographie, la science politique, puis un ensemble de sciences naturelles, donc la biologie, la chimie, la physique, les mathématiques, et puis les langues. Et pour passer le bac, l'élève doit choisir 4 ou 5 disciplines de ces 3 ensembles. Donc on peut passer le bac en Allemagne sans avoir fait de la géographie ou sans avoir fait de l'histoire. Parce que l'histoire et la géographie sont ensemble dans ce groupe des sciences humaines. Et donc, si on fait la géographie, on a suffi à l'obligation de toucher à cette champ d'action-là. Et c'est pourquoi il y a cette stricte différence entre l'histoire... Dans tous les linéaires. Dans tous les linéaires, oui. La différence consiste seulement dans le nombre de disciplines qu'on doit présenter au bac. Chez moi, en Bas-Saxe, ce sont 5. En Rhénanie du Nord-Westphalie, ce sont 4. Et donc, il y a des épreuves du bac. Non, c'est pas vrai. Il y a des règles qu'on doit choisir l'histoire en 2 semestres. Oui, mais pas comme discipline au bac. Au bac. Oui, voilà, c'est ce que je faisais pas. Donc, on doit faire de l'histoire pendant 2 semestres, mais c'est pas important pour le bac. C'est seulement pour avoir les heures. Hein, donc, c'est pas une discipline obligatoirement testée au bac. Et c'est ça une grande différence par rapport à la France. Et là, on voit également la différence de l'importance de cette éducation républicaine où l'histoire est quand même la clé. Où l'histoire est la clé pour former les citoyens. Donc, c'est une différence structurelle. Et là encore, les désaccords ou la malcompréhension ne vient plus des sujets, mais ça vient de l'organisation différente qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on dit mais qu'est-ce que c'est, hein? Et voilà. Et de cet ordre, on a discuté toujours dans le comité des directeurs du manuel franco-allemand. Donc on a très rarement eu des conflits sur le contenu, les interprétations, mais toujours ces questions-là d'organisation, de scénario didactique, de la méthodologie et quelle place donner à notre discipline. Alors moi, je me permets d'apporter un petit témoignage. Nous avons participé, la collègue continue à participer avec un groupe de professeurs de Saxe-Anhalt sur l'enseignement des mémoires de la Seconde Guerre mondiale et surtout du génocide. Oui, et la prévention des génocides. Et la prévention des génocides. Et je vous assure qu'on a discuté très longuement sur la notion de totalitarisme, de dictature, et que les vues n'étaient pas tout à fait les mêmes. Hein. Nous y avons passé au moins une matinée, et voilà. Et c'était très sensible pour nos collègues allemands. Nous, on y était beaucoup moins attachés. Enfin, eux vraiment, sur la nuance, ils faisaient des nuances que je crois nous ne faisions pas. Oui, les nuances entre les concepts, je pense que se mettre d'accord sur des concepts, c'est difficile et c'est pas encore tout à fait abouti. Oui, mais le deuxième exemple, c'est quand on parle des États-Unis.
là aussi, on a eu des problèmes. Les Français étaient toujours très sceptiques face à la dominance américaine en Europe. Un terme comme impérialisme culturel des États-Unis, cela ne passe pas en Allemagne. Et là, j'ai eu beaucoup de problèmes à convaincre Guillaume Lecontrec de ne pas utiliser ce mot-là. C'est vrai. Et tout ce qui touche à la religion aussi. Mais à part de ça, parce que l'histoire, ce n'est pas seulement la guerre froide ou le national-socialisme, l'histoire, ce sont 2000 ans. Et je trouve toujours un peu triste qu'on se concentre seulement sur ces 12 années. Réducteur. Oui, c'est très réducteur. C'est vrai, le totalitarisme, là, les concepts sont différents. C'est les idées de tout ce qui touche à la laïcité est compliqué. Et oui, mais c'est très peu, à vrai dire. C'est pas grand-chose quand on a une vision historique large. Hein. C'est pas grand-chose. Donc des contenus, il y a quand même des scénarios didactiques pour résoudre ces problèmes-là. C'est un regard croisé. Voilà. C'est ce qu'on essaie, c'est voilà. ce qu'on essaie de faire. Ah, voilà, et donc on peut résoudre ces problèmes-là. Ouais. Je voulais juste ajouter un aspect au problème histoire-géographie. Là, vous avez, donc c'est tout à fait correct, pris la perspective de l'enseignement scolaire. L'autre différence majeure, c'est que les étudiants allemands sont libres de choisir leur discipline. Donc, c'est pas exclu qu'ils fassent histoire et géographie, puis il y en a, mais ils peuvent faire histoire et mathématiques, ou histoire et français. Et donc, là, il y a une approche, quand même, disons, la différence, c'est que, aussi pour l'enseignement, on part de la présupposition que l'enseignant et ses élèves ensemble vont développer le sujet avec une perspective multiple, idéalement. Tandis qu'en France, il y a un sujet prédéfini, un résultat prédéfini qu'il faut apprendre ensemble. Et donc là, on revient très vite au système différent universitaire pays. Oui, chaque système a dans le fond sa rigidité et sa souplesse. Et en Allemagne, avec le phénomène des Länder, il y a plus de, je dirais structurellement, il y a déjà plus de flexibilité, en dehors des problèmes en effet de fixation, de réflexion sur les concepts que vous avez indiqués, il y a plus de flexibilité que chez nous. Chez nous, nous avons, c'est vrai, le sacro-saint, le fameux programme que nous devons plus ou moins bien, après les années du lycée, du collège, que nous devons plus ou moins bien remplir, enfin terminer, surtout s'il y a le baccalauréat, bon, à la fin. Mais pour les matières, là, vous parliez des élèves ou des enseignants? Non, des enseignants. Des enseignants, c'est bien, c'est ça. C'est bien pour l'enseignement, c'est les élèves ont plus de... Hubert. Je voudrais ajouter quelque chose. D'abord, dans mon exposé très rapide et très sommaire, il fallait citer le manuel, évidemment, franco-allemand d'histoire, en 3 volumes, qui est une espèce d'aboutissement des rencontres qui ont eu lieu depuis les années 35. Ensuite, je voudrais mettre à l'honneur Rainer Bendig, qui est ici présent et qui est un acteur majeur de la relance de ces rencontres, parce que c'est lui qui est à l'origine, qui m'avait envoyé un mail, et il y avait aussi Rainer Bendig, et il faut faire quelque chose pour les 80 ans des rencontres franco-allemandes, et c'est pourquoi je tiens à les remercier ici devant tout le monde.